Bonjour, mon nom est Guy Jacques et je vous souhaite la bienvenue à l'émission Au cœur des Appalaches. Avec le vieillissement de la population qui affecte fortement la région de la MRC des Appalaches et aussi l'augmentation du nombre de personnes atteintes de maladies chroniques, certaines ressources sont débordées et le manque de place est devenu une réalité très concrète. Les ressources intermédiaires sont également présentes, mais comment ça se passe dans ce secteur? Nous nous sommes intéressés à la question et nous sommes aujourd'hui en compagnie de M. Mathieu Vincent, propriétaire de la maison Myosotis, avec qui nous allons discuter de cette réalité et également de la maison Myosotis. Bonjour Mathieu. Bonjour Guy. Ça va bien aujourd'hui? Très bien, merci. Toi de même? Oui. Pouvez-vous nous expliquer à la base ce qu'est une ressource intermédiaire? À vrai dire, dans le monde des résidences, là, je vais parler quand même selon mon expérience. Oui. Le monde des résidences est catégorisé, on va dire, en 3 catégories. Il y a les résidences privées pour aînés. C'est un modèle, la plupart du temps, qui va accueillir des gens vieillissants qui souhaitent probablement quitter leur maison à l'appartement pour aller dans une ressource qui offre une variété de gamme de services pouvant passer des repas, des services d'aide domestique, à certains services d'aide à la vie quotidienne, aussi pour avoir un regroupement avec des loisirs, etc. Et éventuellement, on va basculer vers le monde des résidences intermédiaires. Les résidences intermédiaires, c'est un monde où les personnes, souvent des aînés, là, bien évidemment, dans la plupart des cas, sont des gens avec des problématiques de santé qui nécessitent au quotidien une supervision du membre du personnel pour tout ce qui est activité de la vie quotidienne, activité de la vie domestique. Et on encadre vraiment tous leurs besoins au quotidien, là. Par la suite, souvent, on va basculer ces résidents-là, là, très malheureusement, pas très malheureusement, là, mais la logique veut que lorsque leur situation physique se détériore encore plus, vont terminer dans un CHSLD. OK. On est un peu l'intermédiaire, d'où le mot ressources intermédiaires. Oui, je peux comprendre, oui. Entre une résidence privée pour aînés, qui est plus à caractère pour des retraités aînés qui veulent une vie plus en communauté active avec d'autres résidents, et un milieu de soins cliniques dont les CHSLD peuvent offrir. OK. Est-ce qu'il y a un type de personne qui se retrouve en ressources intermédiaires ou en quelque sorte, je te dirais, il y a des facteurs qui font que si on se retrouve en ressources intermédiaires, une maladie chronique ou cognitive ou choses comme ça? Pas chaque ressource intermédiaire a leur spécialité, mais certaines d'entre elles en ont. Comme chez nous, Myosotis, on accueille exclusivement des gens qui sont atteints de troubles neurocognitifs modérés à sévères. Okay. Donc, nous, on parle principalement de troubles cognitifs à caractère de maladie d'Alzheimer, mais tout autre type de maladie cognitive, là, dont démence à corps de Lewy, démence sémantique, démence vasculaire, démence troubles mixtes. Nous, c'est notre spécialité au Myosotis. Okay. Mais dans d'autres ressources intermédiaires de la région, on peut avoir un peu un mélange. On peut avoir des gens qui sont atteints de troubles cognitifs ou simplement des gens qui peuvent être soit atteints de la maladie de Parkinson évolutive, des gens qui sont simplement en perte d'autonomie, donc ils nécessitent de l'aide au quotidien pour leurs activités de la vie quotidienne. OK. Il y a actuellement, selon les chiffres, 305 demandes en attente en ressources intermédiaires pour le C3S de Chaudière-Appalaches seulement. Est-ce que ce nombre-là vous étonne? Absolument pas. OK. Absolument pas. Ça fait plusieurs années que je suis dans le domaine. Là. Oui. Je vous dirais là, rapidement. Le Myosotis a ouvert en 2009. Moi, pendant mon cours d'infirmier, je travaillais déjà là comme préposé aux bénéficiaires. C'était ma mère, la propriétaire. Ensuite, en 2012, il y a eu un agrandissement de 24 chambres supplémentaires pour tomber à 40 unités. Et on voyait déjà là, que les listes d'attente pour une clientèle bien spécifique étaient grandissantes. OK, déjà en 2009? Déjà en 2012, à vrai dire, lors de l'agrandissement. Et très évidemment, suivant la période pandémique, je peux le constater, les listes d'attente ont explosé. Les attentes pour des chambres en résidence intermédiaire, à l'époque, je peux reculer en 2010, 2011, on parlait de quelques mois d'attente. Maintenant, je peux vous dire que c'est plusieurs mois. Ça peut aller à une année d'attente, là, facilement pour rentrer en ressources intermédiaires, dépendamment de la précarité de la situation, bien évidemment. Fait qu'il doit y avoir des gens qui n'ont pas le temps d'aller en ressources intermédiaires, que leur situation se détériore et qu'on les dirige tout de suite vers le CHSLD. Oui.
Oui, effectivement. Okay. On vit dans un monde actuellement où les familles n'ont pas toujours accès à leur premier choix. Okay. Si, exemple, une famille, leurs proches, ça va plus bien à la maison, sont obligés de l'hospitaliser et que là, à l'hôpital, la travailleuse sociale décide que c'est impossible pour ce proche-là de retourner à la maison parce que c'est trop risqué pour la personne ou le proche aidant. Eh bien, s'il n'y a pas de place en ressources intermédiaires dans la région, bien là, les familles doivent s'orienter vers leur deuxième, troisième, quatrième choix de ressources. Des fois, ça peut aller en CHSLD. Des fois, c'est leur premier choix serait la maison Myosotis ou bien une autre résidence intermédiaire quelconque de notre région. S'il n'y a pas de place, bien, on passe au prochain. Okay. Donc, les familles sont un peu restreintes dans le choix de la résidence intermédiaire, le choix de l'hébergement pour leurs proches et par la bande, les services qui leur sont offerts. OK. Est-ce qu'il existe des solutions pour résoudre ce problème-là? Pas vraiment. Je ne suis pas à la table des décideurs, là, non, bien évidemment, ça. Mais ça prendrait plus de ressources à la base. Ça prendrait plus de ressources intermédiaires. Ça prendrait, puis le sujet est de l'heure, là. Ils en ont parlé très récemment à la Chambre des communes. OK. C'est l'entente nationale des résidences intermédiaires est à échéance. Elle est en renouvellement avec le gouvernement actuellement. J'ai participé à la journée des RI qui avait lieu à l'automne et c'est alarmant. Il n'y a presque plus de ressources intermédiaires qui se bâtissent. OK. On est plus dans les rachats de ressources intermédiaires, c'est-à-dire que quelqu'un, une ressource intermédiaire, va la vendre, quelqu'un va la reprendre. Souvent, c'est des investisseurs. C'est moins commun que ce soit une personne individuelle qui décide de racheter une ressource intermédiaire étant donné qu'il veut faire ça de sa vie. Et des nouvelles ressources intermédiaires qui se bâtissent, c'est rendu extrêmement rare parce qu'on ne voit plus ou très peu ou beaucoup moins d'appels d'offres pour offrir des chambres en ressources intermédiaires au niveau de la clientèle en perte d'autonomie. Okay. Je vous dirais, l'année passée, j'ai fait des démarches pour obtenir plus de chambres en ressources intermédiaires. J'avais au Myosotis 16 chambres qui appartenaient déjà au réseau des ressources intermédiaires et j'en avais 24 autres qui appartenaient au réseau des résidences privées pour aînés. Difficile de chevaucher les deux, de porter les deux chapeaux, toujours double conformité à obtenir. Donc, ça fait des années que je mentionne que je veux tomber exclusivement en ressources intermédiaires. Okay. Cependant, c'était jamais possible. Il n'y avait pas d'appel d'offres qui était lancé au niveau du gouvernement pour obtenir des chambres en ressources intermédiaires. Mais là, j'ai pu obtenir de l'aide de certaines cadres au CIS qui m'ont permis d'obtenir 15 chambres supplémentaires. Okay. Mais ça a été quand même une procédure très rigoureuse et longue et difficile à obtenir, là. OK. Donc, il n'y a pas vraiment une volonté politique de ce côté-là de faire quelque chose? Actuellement, je vous dirais qu'on est plus dans les coupures au niveau de la santé, à l'inverse mais les besoins sont quand même grandissants. Le besoin est grandissant, puis il va l'être pour des années à venir encore plus. Notre MRC, vous le savez, là, le problème, pas le problème, mais le vieillissement de la population est extrêmement grandissant. Donc, par la bande, les besoins en perte d'autonomie vont le devenir encore plus. Donc, la solution à très court terme serait d'offrir plus de chambres de résidence intermédiaire. Oui, parce que sur le territoire de la MRC des Appalaches, il y a quand même juste 4 ressources intermédiaires au fond. Est-ce que c'est vraiment pas suffisant, selon vous? À vrai dire, les 4, je pense, c'est pour la région de Thetford, Disraeli, dans les alentours, mais Côte-à-Stock, Disraeli. Ouais. Non, effectivement. Il y aurait facilement de la place pour une ou deux autres ressources intermédiaires, là. Et même davantage, peut-être. Oui. Quels sont les défis qui se posent pour une personne qui opère une ressource intermédiaire? Les défis sont quotidiens, là, très honnêtement. C'est une entreprise de cœur, il faut quand même se le dire. C'était ma mère, moi, qui avait la ressource avant, donc C'était naturel pour moi de reprendre le relais. Défis au quotidien, bien évidemment, nous, on a une clientèle qui est exclusivement à troubles cognitifs, donc c'est d'avoir la spécialisation et les capacités de gérer et d'adapter notre approche pour des gens atteints de troubles cognitifs au quotidien, pour leur offrir un milieu de vie qui est le plus sécuritaire, paisible et respectueux de leur dignité de façon quotidienne.
Évidemment, il y a tout ce qui est la gestion des membres du personnel. Au myosotis, j'ai une trentaine là, de membres du personnel qui m'accompagnent presque au quotidien. C'est une résidence qui est ouverte 24 heures par jour, 365 jours par année. Donc, c'est un défi qui est quotidien. D'autres choses qu'on fait comme propriétaire de ressources, ben c'est un peu de tout, à vrai dire, d'être présent pour les familles, d'être présent pour les membres personnels, s'assurer de la gestion au quotidien des approvisionnements, qui manque de rien pour la cuisine, qui manque de rien pour les produits ménagers, c'est une grande maison. C'est comme si on était le papa d'une grande maison avec 40 personnes, plus des gens qui viennent s'occuper. Donc, c'est de gérer ça vraiment au jour le jour. Oui, ça doit être quand même beaucoup de travail à ce niveau-là. Quelles sont les particularités, les exigences d'une ressource intermédiaire? C'est pas tout le monde qui peut lancer ça du jour au lendemain. Non, effectivement, c'est pas tout le monde qui peut. Il y a un processus qui est quand même très établi pour avoir l'obtention du droit d'opérer une résidence intermédiaire. Ça fait quand même quelques années que j'ai fait le processus, là, donc je ne l'ai pas parfaitement et par cœur en tête, mais il y a plusieurs rencontres qui se font avec nos dirigeants de la qualité auprès du CIS. Moi, je suis une intervenante qui était au CLSC à l'époque. Plusieurs rencontres ensemble vont faire des tests pour savoir est-ce que tu as la capacité mentale et psychologique de pouvoir opérer une résidence intermédiaire, vont questionner ta famille, vont pour voir est-ce que nos proches sont en mesure d'accepter le fait, de vérifier le fait que je suis en mesure d'opérer une résidence intermédiaire. Okay. Évidemment, il y a tout le cadre législatif associé à l'opération d'une résidence intermédiaire. Ça s'appelle le cadre de référence. Okay. Qui a été bâti avec l'Association des ressources intermédiaires et le ministère de la Santé. Donc, pour nous, c'est un peu la Bible à suivre, c'est la réglementation à respecter. Mais non, effectivement, c'est pas monsieur, madame, tout le monde. Demain matin, dit, moi, je m'ouvre une résidence intermédiaire. C'est un long processus avec plusieurs passages d'acceptation au niveau des membres du CIS. Là. OK. C'est toute une démarche quand même à entreprendre, vraiment. Ouais. Et par la suite, j'imagine, à poursuivre aussi. Là. Est-ce que vous recevez finalement beaucoup de demandes? Ah, absolument. Là. Tous les... C'est pas minime de dire qu'à tous les semaines, j'ai des appels de familles qui se questionnent, premièrement, comment ça fonctionne pour avoir une place dans une résidence intermédiaire, d'une place au myosotis, tout simplement. La plupart des familles, c'est la première fois qu'ils sont amenés à héberger un de leurs proches. Quand on n'a jamais navigué dans ce créneau-là, c'est difficile de savoir où commencer, où s'orienter, quand est-ce que je dois commencer à faire ces démarches-là. C'est quoi les délais qui amènent à devoir amener un résident en ressources intermédiaires. Je dirais que la première étape, le premier conseil que je donne toujours aux familles, c'est d'avoir une travailleuse sociale affiliée au dossier de votre proche. Elle, c'est la personne ressource pour vous accompagner à travers le processus. Mais tous les semaines, j'ai des familles qui m'appellent pour me demander, tu sais, Mathieu, comment ça marche? Quand est-ce que c'est le bon moment pour rentrer un proche chez vous? Ma mère est actuellement dans une autre résidence. Il se passe ça. Okay. Là, je pense qu'on devrait être rendu à réfléchir à un déménagement éventuel. Et il y a aussi encore beaucoup trop de familles qui nous appellent puis me disent « Mathieu, là, j'ai besoin d'une chambre pour hier, moi, là. » Puis je suis toujours la personne qui doit leur dire « écoutez, malheureusement, il y a beaucoup de délais d'attente. » Ne serait-ce que pour ma liste d'attente au privé, pour mes 9 chambres au privé, ou pour mes 31 chambres en ressources intermédiaires. Ça arrive jamais que je leur dis, ben oui, venez visiter demain, j'ai 3 chambres de libre, puis on va faire le tour ensemble, vous avoir la luxure de choisir, c'est la chambre que votre proche va pouvoir avoir. Malheureusement, c'est au compte-gouttes, là. Ça se passe vraiment pas. Comme non. Ouais, c'est ça. Mon Dieu, OK. Mais vraiment, là, regarde, c'est tout le temps plein. Tu me parlais, au fond, le délai d'attente sur la liste peut être quand même presque d'une année, finalement. Mm-hmm. Oh oui, facilement. OK. La maison Myosotis, en fin de compte, pouvez-vous m'en parler? Comment ça a commencé? Tu me disais que c'était à ta mère au début. Oui, bien sûr. Pour faire un historique, à vrai dire, ma mère, Carmel Martineau, avait démarré la maison Myosotis en 2009.
des suites de sa mère, ma grand-mère, qui avait eu la maladie d'Alzheimer pendant très longtemps, plusieurs années, et qui avait subi plusieurs déménagements au cours de l'évolution de sa maladie, amenant des... Je veux pas dire de mots d'insatisfaction, mais un questionnement profond sur la raison pour laquelle il n'y avait pas de ressources spécialisées et uniquement pour les gens atteints de troubles cognitifs. OK. Parce que dans plusieurs résidences intermédiaires, il y a quelques personnes atteintes de troubles cognitifs, ou quand même beaucoup, mais mélangées avec d'autres qui ne le sont pas. C'est pas un mix qui est parfait. OK. C'est un mix qui est nécessaire dans certains endroits, mais c'est pas la chose que moi je préconise. Donc, ma mère a décidé en 2009 d'ouvrir la maison de myosotis avec une première section de 16 chambres qui avait été accordée en résidence intermédiaire, donc 16 lits, résidence intermédiaire, qui a été opérée de 2009 à 2012. En 2012, la demande étant exponentielle, ma mère avait fait un agrandissement de 24 chambres supplémentaires. Par contre, elle n'avait pas pu obtenir là, de contrat résidence intermédiaire, étant donné qu'il n'y avait pas d'appel d'offres qui avait été fait. Puis, le CIS Chaudière-Appalaches n'émettait pas le besoin de grossir le réseau de résidences intermédiaires dans notre région. À l'époque, là, écoutez, je n'étais pas encore présent là, dans le quotidien des opérations. Donc, c'était 24 chambres à nature privée, donc associées au réseau des résidences privées pour aînés. Et là, par la bande, moi, en 2009, je faisais mon cours comme infirmier, donc je travaillais là comme préposé bénéficiaire, jour, soir, nuit, fin de semaine. Ensuite, je suis allé travailler 1 an et demi, 2 ans à l'hôpital, en CHSLD. Question de connaître le milieu public, le système public. J'avais quand même toujours l'intérêt pour devoir y aller. J'ai fait tous les CHSLD de la région à l'époque, tous les corps de travail. Donc, j'étais allé chercher quand même de l'expérience. Et là, lorsque ma mère avait agrandi, là, on tombait de 16 résidents, une équipe d'environ 10 membres du personnel. On tombait à 40 résidents, 20, 25 membres du personnel. On s'entend que c'était une gestion qui était beaucoup plus grande. Donc, on s'est entendu là, pour mon retour au myosotis en 2012. Et ensuite, on a opéré, moi et ma mère, ensemble. Ma mère était 100% propriétaire. Et en juin 2019, j'ai racheté, dans le fond, le myosotis pour que Carmel parte à la retraite. Donc, on a toujours continué notre mission, qui est vraiment d'accueillir des gens exclusivement atteints de troubles neurocognitifs, leur offrir un milieu de vie qui est le plus stable possible dans la mesure de leur évolution cognitive. Donc, c'est ça, on opère depuis 2009 et on opère encore pour plusieurs années. Oui, je pense que le besoin ne disparaîtra pas du jour au lendemain, Absolument effectivement. Quels sont les besoins qui sont exprimés par rapport aux ressources intermédiaires de votre côté? Au fond, comme tu me disais, tu as quand même une liste d'attente, c'est toujours un va-et-vient finalement de ce côté-là. Là, ça n'arrête pas. Là. Non, à vrai dire, par rapport à moi, le myosotis versus on parle peut-être de collaboration avec le CIS. Ouais. Nous, c'est évident qu'on accueille les résidents et on doit... Avec le CIS, on a dû placer une limite d'hébergement qu'on va appeler. Là. Donc, lorsque physiquement, le résident n'est plus capable de se déplacer seul, là, il a besoin de l'aide de 2 préposés aux bénéficiaires. C'est un peu notre limite d'hébergement. Okay. Donc, ça nécessite une grande collaboration avec l'équipe du CIS, du CLSC, chose qui a toujours été très, très, très grandement appréciée chez nous. On entend énormément parler que ça va donc bien mal dans les systèmes de santé. Je suis capable, par contre, de dire qu'il y a beaucoup de choses qui se font bien aussi. Là. C'est tous les équipes du CLSC qu'on collabore avec le myosotis, c'est tous des gens qui sont très compétents, qui ont très à cœur leur travail. J'ai toujours eu une très bonne collaboration avec les membres du CIS de Chaudière-Appalaches aussi, les cadres. Donc, mes besoins en tant que ressources intermédiaires passe énormément par la collaboration avec notre CIS de notre région. Okay. On a quand même la chance d'avoir des acteurs au CIS qui sont très disponibles, qui sont très à l'écoute. Ça démontre bien l'an passé la volonté du CIS de m'aider à obtenir plus de chambres en ressources intermédiaires. Ils ont été capables de m'obtenir 15 chambres supplémentaires. C'est une démarche qui était très complexe. Ils ont mis énormément de temps pour m'aider à travers tout ça.
Fait que lorsque j'ai des besoins, j'ai la chance d'avoir une très belle collaboration là, avec tous les membres du CIS. Là. OK. Est-ce que par le fait peut-être que vous existez aussi depuis plusieurs années quand même? C'est très humblement, je vais le dire, je sais que notre ressource est très appréciée par l'ensemble des gens qui vont passer au myosotis. C'est quelque chose que ma mère a bâti, que j'ai à cœur de continuer. Entretenir une réputation d'une ressource, ça passe par la confiance, ça passe par la qualité des soins, ça passe par... j'ai la chance d'avoir une très, très belle équipe de travail. Énormément des membres du personnel sont chez nous depuis plusieurs années. J'ai pas une rotation de personnel qui est accrue. Donc, ça l'amène de la stabilité, ça l'amène de la sécurité aux familles. Ils voient toujours les mêmes membres du personnel, ils sont capables de les reconnaître. Nos résidents sont capables de voir une stabilité, ça l'amène une sécurité. Donc, par la bande, c'est évident que pour le CIS, eux, ça leur offre beaucoup plus de confiance, de savoir, la maison de myosotis, on veut travailler avec eux parce qu'on le sait ce qu'on va obtenir comme service et comme qualité de leur part. Ouais, vous avez une très belle renommée en région. Je dois l'admettre de mon côté. Quel est le besoin que vous venez combler de votre côté de par la maison myosotis? On comble un immense besoin je vais parler de répit, de support aux familles qui, pour l'ensemble, ont vécu le rôle de proche aidant, d'accompagnateur, d'enfant qui doit être à la maison, de s'inquiéter si sa mère attend son appartement, tout va bien actuellement. Une ressource qui, je veux, offre un sentiment de sérénité aux familles. Que lorsqu'ils savent que leur proche est rendu au myosotis, ils peuvent, quand ils viennent les visiter, ils peuvent repartir chez eux, l'esprit tranquille, sachant qu'ils sont dans un endroit qui est sécuritaire et respectueux pour leurs proches. Parce que j'entends des histoires à tous les semaines que les familles, des proches aidants, un conjoint s'occupe de la dame à la maison, il est complètement épuisé. Et là, il nous appelle, puis Mathieu, tu sais, mon père, ça fait des mois et des mois qu'il est au bout du rouleau, mais on trouve pas d'endroit nulle part. Fait que lorsqu'on est capable, que le timing est bon, qu'on peut aider une famille, ben on en est très heureux. Oui, ça c'est, écoute, comme on le disait, les besoins sont criants. On parlait quand même d'une quarantaine de résidents en tout. Finalement, tu me disais combien, finalement, à RPA? Ça a changé, ça a tout... Oui, ça a changé très récemment. En octobre 2024, là, j'ai été capable de signer un nouveau contrat de 15 chambres supplémentaires en résidence intermédiaire. Donc, je suis rendu à 31 chambres en résidence intermédiaire et 9 chambres au privé. Les 9 chambres au privé, ça, c'est vraiment moi qui gère la liste d'attente. Donc, si j'ai une chambre qui se libère au privé, je prends ma liste d'attente, je commence au numéro 1 de ma liste, en ancienneté, en période de temps qu'ils ont appelé. Et j'appelle les familles une à une, leur demander est-ce qu'il y a un intérêt pour venir apporter leurs proches au myosotis. L'intérêt est là. C'est là qu'on organise une visite ensemble des lieux, on se rencontre, on discute, on répond aux interrogations. Et ce qui est pour les 31 chambres en résidence intermédiaire, bien, si j'ai une chambre qui se libère, moi, l'information se rend automatiquement à ma travailleuse sociale qui est associée au myosotis et elle entame le processus avec l'équipe du mécanisme d'accès. Donc, c'est vraiment une équipe du CLSC qui est dédiée à aller déterminer qui, dans leur liste d'attente, est la prochaine personne ciblée pour rentrer au myosotis. C'est vraiment, moi, je suis complètement indépendant de cette démarche-là. Oui, à ce niveau-là. Quelles sont vos ressources pour l'aide à la personne? Tu parlais quand même de 25-30, je pense, personnes qui œuvraient avec toi, finalement, à la maison. Effectivement. Bien, nous, j'ai environ une trentaine de membres personnels. Pour la très grande majorité, ce sont des préposés aux bénéficiaires. Ce sont des gens qui, au quotidien, offrent une assistance pour tout ce qui est de l'activité de la vie quotidienne du proche, du résident. Dépendamment de l'autonomie de notre résident, parce qu'on a des gens qui arrivent des fois de la maison, mais que le proche aidant est au bout du rouleau, puis on a des gens qui sont au myosotis depuis plusieurs années. Donc, on s'entend que cognitivement, l'évolution n'est pas la même, donc les besoins ne sont pas les mêmes. Mais au quotidien, on parle d'aide, supervision, consignes à offrir aux résidents pour la mise en jour, pour l'amener à la salle de bain, s'assurer qu'elle va être bien mise pour la journée, de l'aide, supervision au repas. Des fois, il y a des résidents c'est standard, là, on amène l'assiette, ils vont manger de façon très autonome. Il y en a d'autres qu'on a besoin d'aller stimuler
la séquence du repas est un petit peu compliquée pour eux, même si c'est très simple pour nous, c'est une séquence qui peut être très compliquée pour eux. Des fois, juste des rappels, mettez votre fourchette, entamez le repas. Des fois, c'est plus de l'aide complète au repas. C'est la même chose pour tout ce qui est... Tout ce qu'on fait pour nous, qu'eux ne sont plus en mesure d'accomplir, on va les accompagner dans ces incapacités-là. Aussi, des choses comme ça, pour la surveillance de la nuit, l'hygiène, tout ce qui est des troubles à nature anxieux, de l'errance, des syndromes comportementaux associés à la démence, donc de l'anxiété qui grimpe, de l'agitation verbale qui grimpe, de l'agitation physique qui grimpe, de l'accompagnement pour essayer de réassurer ces résidents-là, leur offrir un milieu qui peuvent errer comme il leur semble, leur offrir un milieu extérieur. L'été et l'automne, on a une cour intérieure qui est très, très, très appréciée des résidents et de leur famille. Tout ce qui est activité de la vie domestique, s'assurer que leur chambre est propre, que les lits est fait, que leurs vêtements, parce qu'on a des résidents qui vont des fois s'habiller seuls, puis là, on ne sait pas si le linge qu'ils ont mis là, il a été utilisé, ils en ont-tu remis au garde-robe, ils en ont-tu remis un petit peu dans leur table de chevet. Donc, s'assurer que leur environnement de vie est propre, que les résidents puissent vivre dignement au quotidien, là. Quels sont, au fond, les autres services que vous offrez? Parce qu'on en a quand même décrit plusieurs présentement. Y a-t-il autre chose que vous faites finalement, peut-être pas au quotidien? Mais... nous avons au Myosotis, c'est sûr que j'ai des infirmières auxiliaires qui travaillent pour nous, donc tout ce qui est soins d'infirmiers, on est en mesure de l'accomplir à la résidence aussi. On est une éducatrice spécialisée qui travaille chez nous 32 heures par semaine. Son rôle principal, pour moi, à mes yeux, c'est d'aller cibler vraiment les comportements anxieux de nos résidents pour pouvoir les amoindrir, pour pouvoir les réassurer. Et par la bande aussi, évidemment, faire des activités avec nos résidents, gérer la création d'activités, gérer la création ou l'accompagnement de plusieurs autres programmes. Là, on a beaucoup de gens, on a de la musique à tous les vendredis. On a un beau petit partenariat informel avec l'école Plein Soleil. Il y a beaucoup d'élèves de maternelle, 5e, 6e année, qui viennent nous rendre visite, viennent rendre visite aux résidents. Donc, c'est toute Vanessa, mon éducatrice spécialisée. Ça doit être très apprécié, ça, c'est extrêmement apprécié, ne serait-ce qu'au niveau des enfants, mais aussi de nos résidents. Ça profite à tout le monde. Absolument, ça profite à tout le monde. On a une fondation aussi qui est associée à la Maison Myosotis, la fondation Pauline Grenier. Ouais, ça, on va y revenir de mon côté. Ça marche. Quel avantage représente le fait d'avoir une clinique médicale sur place, au fond? Nous, on n'en a pas. OK. D'avoir un médecin associé à la résidence exclusivement, comme certains CHSLD peuvent avoir, effectivement que ce serait un atout majeur. OK. Parce que ça devient quelque chose d'assez complexe lorsqu'on a un résident atteint cognitivement qui est orphelin, qui n'a pas de médecin de famille. Parce que d'envoyer un résident à l'urgence pour un problème de santé mineur ou un problème associé à son trouble cognitif, c'est-à-dire un débordement dans son agitation physique et moteur, agitation verbale, dans son anxiété, d'aller discuter de ça avec un médecin qui ne connaît pas le résident, ou bien de l'envoyer à l'urgence pour ça, personne n'y gagne. Le réseau y perd, le résident y perd, la ressource y perd. Donc, c'est sûr que d'avoir une clinique médicale ou un médecin associé à notre résidence, ce serait l'utopie. Cependant, là, ce n'est pas ça. Tous les résidents arrivent avec leur propre médecin de famille ou sont orphelins. Donc, moi et l'infirmier du CLSC, l'équipe du CLSC, là, on entretient quand même d'extrêmement bonnes relations, très belles relations avec la plupart des médecins de notre région qui sont très, très ouverts à recevoir nos appels. La plupart viennent visiter leurs résidents directement à la ressource aussi. Tu sais, moi, là-dessus, je trouve qu'on a... On a des équipes médicales des médecins là, qui sont très à cœur là, dans notre région. Là. OK. Moi, vois-tu, récemment, c'est arrivé, au fond, côté médical, des patients orphelins, comme tu le dis, où que là, il y a un médecin qui m'a confié, écoute, les médecins, parce que des personnes qui sont aussi sur des listes d'attente, des choses comme ça. Et il y a un médecin qui m'a dit, écoute, il dit, les médecins sont plus tentés de prendre des personnes plus en bas âge que des personnes âgées. C'est comme de les accepter comme clients, finalement. Ce qui m'a un peu surpris de mon côté, quand même.
Quelles sont les différences, finalement, entre les unités ARI et RPA? C'est quand même la même chose en tant qu'organisation interne, je veux dire, mais il y a des différences quand même, j'imagine. Pour chez nous, au jour le jour, que votre proche soit en RPA, résidence privée pour aînés, ou en résidence intermédiaire, ce sont les mêmes membres du personnel. C'est les mêmes aires communes. Ce sont les mêmes services que leurs proches reçoivent au quotidien. La différence est clairement bureaucratique. OK. Avec les gens au privé, je suis associé à la certification. La certification, ce sont ceux qui assurent la qualité des ressources des résidences privées pour aînés. J'ai un bail de location qui me lie avec le résident. Il y a un annexe au bail dans lequel on détaille tous les services qui sont offerts aux myosotistes et les coûts qui sont associés à ça, qui sont signés avec le résident, avec souvent son représentant, et qui est renouvelable d'année en année. Ça, c'est un peu ça pour le privé. Dans le fond, c'est que le résident va payer directement à la maison myosotistes. Au RI, le résident appartient exclusivement au CIS. OK. La chambre, les membres du personnel, le bâtiment, tout ça appartient à moi, mais vraiment, le résident appartient au CIS de Chaudière-Appalaches. Donc, ils ont des devoirs envers ce résident-là, des devoirs de soins d'infirmiers, de travailleurs sociaux, d'ergothérapeutes, physiothérapeutes, nutritionnistes. Toutes les équipes ont des devoirs envers le résident, donc la maison myosotis, d'offrir ces services-là aux résidents. Et le résident ne paye pas à la maison myosotis. Le résident paye au CIS de Chaudière-Appalaches. Donc, c'est vraiment la grosse différence entre les deux. Évidemment, les coûts. Les chambres en résidence intermédiaire, les coûts sont moins importants que les chambres en résidence privée pour aînés. Okay. C'est l'un des facteurs qui fait en sorte que j'aimerais énormément être 100% résidence intermédiaire, assurer une équité. Je déteste parler d'argent avec les familles. Je suis une résidence. Moi, j'accueille des gens pour en prendre soin. Puis d'aller parler de coûts associés à ça, moi, ça m'a toujours mis très mal à l'aise. Donc, d'avoir 100% de résidence intermédiaire, c'est un objectif. Là, ça permettrait un équilibre. Ça permettrait une équité, un équilibre pour tous. C'est vraiment un objectif, là, moi. OK. Est-ce que de votre côté, c'est l'hébergement de courte, de longue durée, c'est plutôt de longue durée, finalement? Que ça... Oui, seulement. Bien, dans la plupart des cas, c'est de longue durée. Okay. On a quelques situations, là, je peux quasiment les compter sur les doigts de mes deux mains, où il y a des résidents qui, écoutez, l'agressivité grimpe en flèche. On a un résident qui peut devenir dangereux pour lui-même ou pour autrui. Parce que là, on peut parler d'hébergement un peu plus court parce que j'ai des devoirs envers mes autres résidents et leur famille, évidemment. La sécurité importe, finalement. Absolument. Aussi. Mais sinon, j'ai des résidents qui sont chez nous plusieurs années. Tout va dépendre de leur évolution cognitive et physique. Si on a un résident qui est stable physiquement et cognitivement, que ça se dégrade, ça évolue de façon naturelle, le résident peut rester chez nous plusieurs années. J'ai des gens qui ont déjà fait 10 ans au myosotis. Okay. Et là, je vous dirais qu'un séjour moyen, environ entre 2 et 4 ans. Okay. Habituellement. Okay. Je ne souhaite pas plus longtemps non plus à nos résidents. Là. Oui, je peux comprendre. Est-ce que c'est un défi d'opérer une ressource intermédiaire qui est aussi une RPA, finalement? C'est un très, très gros défi. Je vous dirais que c'est personnellement, c'est mon défi qui le plus énergivore. Okay. Je dois des comptes à 2 entités différentes. Je dois des comptes à la DQEPE, la Direction de qualité pour mes chambres résidences intermédiaires. Je dois des comptes à la certification qui, eux, assurent la qualité des résidences privées pour aînés. Ils n'ont pas tout à fait les mêmes critères. J'aime... je m'en cache pas, là. Tout le monde dans le réseau le savent très bien que j'aime beaucoup, beaucoup plus le modèle RI que le modèle résidence privée pour aînés, qui, à mes yeux, n'est pas adapté à des résidences de notre dimension. Plus petites, plus personnelles, plus personnalisées. La certification, c'est une entité qui, à mes yeux, a sa place dans de très grandes ressources. Évidemment, c'est tout à fait normal dans les résidences d'avoir des gens qui débarquent pour aller vérifier la qualité. Parce que des mauvais propriétaires, il y en existe. Des mauvaises ressources, il en existe. C'est important d'avoir un suivi de qualité. Cependant,
moi, je souhaiterais énormément avoir 100% aéré, ne porter qu'un seul chapeau. Oui, ce serait préférable de votre côté. Absolument. Vous êtes appuyé, on a jasé un peu, par la Fondation Pauline Grenier. Oui. Vous nous parlez de cette fondation, de son importance pour la maison Myosotis, au fond? C'était un autre rêve de ma mère de bâtir une fondation au nom de sa mère, de ma grand-mère, Pauline Grenier, qui est la dame, à vrai dire, pour laquelle la résidence existe. Donc, c'était naturel de désigner ce nom-là, la fondation. C'est une fondation qui est quand même très petite, là. Un petit conseil d'administration qui a un objectif qui est très précis, c'est assurer puis améliorer le bien-être des résidents et de leur famille au quotidien, au Myosotis. Donc, l'argent qui est économisé par la fondation revient exclusivement soit dans les achats de matériel supplémentaires, bonifiant l'expérience des résidents, pour payer des activités supplémentaires, pour payer un aire de vie ou améliorer l'aire de vie des fois à l'extérieur. Dans le fond, pour séparer, moi, je ne fais pas partie du conseil d'administration parce qu'évidemment, je serais en conflit d'intérêts. Exactement, oui. Donc, je ne pourrais pas demander à la fondation de faire réparer ma cuisine. C'est le rôle qu'incombe le propriétaire de la ressource. Cependant, la fondation a acheté, pour vous donner un exemple, ils ont acheté un vélo bulle il y a 1 an et demi environ de ça. Donc, c'est un gros vélo électrique qui a une banquette arrière qu'on peut embarquer, un intervenant, un résident, un membre de famille, un résident, avec quelqu'un qui va pédaler en avant, puis on est situé juste à côté de la piste cyclable. Donc, c'est facile pour nous. On part, on va faire des randonnées avec nos résidents, leurs poches. La Fondation a payé aussi 2 projecteurs qui sont installés au plafond dans chacune des 2 sections du Myosotis, qui va projeter sur les tables ou le plancher des activités, des casse-têtes, des images, de la musique, et l'image devient tactile. Donc, c'est un autre achat qui est extrêmement dispendieux. La Fondation a quand même eu la chance d'obtenir des dons de d'autres plus grosses fondations pour pouvoir faire l'achat de ces matériels-là. La musique des vendredis, la très grosse majeure partie est assumée par la Fondation. Je donne un exemple. Là, cet après-midi, aujourd'hui, on est le 20 décembre, il y a une partie de sucre qui est organisée. 20 mars. 20 mars, excusez. Il y a une partie de sucre qui est organisée. Les membres de la Fondation vont être présents. Il y a des campagnes de financement qui sont faites plusieurs fois dans l'année. Il y a plein de petits détails, même au quotidien, qui sont offerts à l'admission d'une famille. La Fondation va donner un petit sac cadeau. Simplement de petits effets personnels à l'accueil. Vraiment, il y a des salons, cafés rencontres qui sont organisés actuellement avec Alex et Alex Accompagnement. Donc, pour des familles qui peuvent aller discuter un peu de leurs problématiques parce qu'ils vivent presque toutes les mêmes. Des fois, d'en discuter avec d'autres proches, ça fait du bien. Puis des intervenants qualifiés. Donc, oui, ça fait une mise en commun à ce niveau-là. Et regarde, on partage nos expériences. Exact. Les difficultés qu'on éprouve aussi à travers ça. Puis je pense que tout ça, finalement, toutes les activités de la Fondation, finalement, améliorent le bien-être et des résidents. La famille, les familles apprécient grandement voir les attentions apportées puis tout ce que la Fondation peut aussi donner. Là. En terminant, est-ce qu'il existe de nouveaux projets pour la maison Myosotis? Où la Fondation? La Fondation, c'est dur pour moi de le décrire. Je fais pas partie de CA, puis je suis un peu par la bande. Fait que ça, je peux pas m'avancer énormément là-dessus. Pour la maison Myosotis en tant que telle, je n'ai pas de projet concret là, à court terme. Évidemment, je le réitère, mon objectif premier, je le sais que le timing actuellement n'est pas bon avec toutes les coupures dans la santé, mais évidemment que je vais revenir à la charge pour essayer d'obtenir une résidence intermédiaire complète. 100% de Chambéry, c'est un de mes objectifs personnels de carrière là, que je veux vraiment concrétiser. Sinon, c'est d'assurer au quotidien puis d'offrir un service de qualité, respectueux et digne pour nos résidents. Eh bien, je vous souhaite infiniment de mon côté. Merci. Merci beaucoup, M. Vincent, d'avoir participé à l'émission et bonne fin de journée à vous. Merci, c'est gentil.